Bonsoir Simon, Salut Eric. je te remercie de prendre un petit peu de temps pour cette interview un peu particulière parce que là on va donner carrément dans l'international, hein. Les Belges sont là. Et les Belges sont là, hein, nos amis belges qui viennent témoigner un petit peu de la chasse, en particulier toi. Donc la particularité, le thème de ce soir, ça va être la fauconnerie. Donc, mais avant toute chose, j'aimerais que tu te présentes, ton âge, hein, comme on fait d'habitude. Ouais. Donc moi c'est Simon Courtois, je vais avoir 17 ans. Ça fait 2 ans maintenant que je chasse le grand gibier dans le sud de la Belgique. Et ça, je suis dans ma quatrième année d'apprentissage de la fauconnerie maintenant. D'accord, ok. Et donc là, tu as connu la chasse à quel âge? Il y a 2 ans plus ou moins, c'est vraiment là que j'ai vraiment commencé à y aller. D'accord. Et voilà, enfin, c'est assez récent. D'accord. Ton papa est chasseur? Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Regarde, alors là, tu innoves dans la famille alors. Voilà. Ok. Donc, alors la particularité, effectivement, c'est que comme cette interview, on l'a dit, est internationale, donc j'aimerais que tu nous parles du permis de chasser en Belgique. Comment ça se passe? Alors en Belgique, la particularité, bon, il est assez difficile. Il y a la moitié des gens qui ratent le théorique. Le problème aussi, c'est que nous, on a une seule session par an. Je crois qu'en France, il y en a 4-5. Mm. Nous, c'est une fois par an. L'examen théorique début mars et le pratique en deux parties dans le courant mai. C'est un examen que je suis en train de travailler cette année. Et voilà, c'est un examen aussi qui va reprendre pour tous les modes de chasse. Donc moi, par exemple, pour chasser au vol, je dois aussi passer le permis pour la chasse à tir. D'accord. Ouais, donc ça, apparemment, la théorie a l'air beaucoup plus complexe qu'en France alors. Je pense. Enfin, vu qu'il y a beaucoup de Belges qui vont le passer en France, je pense que c'est plus Ah, facile là-bas. ah, d'accord. Ok. Donc, t'as une session par an et là, il doit y avoir beaucoup de candidats, beaucoup de. Oui, quand même, ouais. Ouais, j'imagine assez. Donc effectivement, alors on va peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais on va surtout rentrer dans la particularité de la fauconnerie. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix. En fait, un peu des rencontres. Il y a un fauconnier qui habite vraiment à 5 minutes de chez moi. Et bon, au fur et à mesure, ouais, j'ai été chez lui pour l'aider un peu. Et ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis là-bas. Et voilà, c'est une D'accord. maladie. Et après le premier jour, moi, j'ai plus décollé. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît exactement dans la fauconnerie? C'est vraiment le contact avec la nature. Ça laisse beaucoup plus sa chance au gibier aussi, je trouve. Mhm. Et c'est comme ceux qui vont avoir une passion pour les chiens, mais c'est une relation avec le partenaire de chasse. D'accord. Donc là, en fauconnerie, je suppose que pour posséder un animal comme ça, il faut faire une déclaration comme en France? Non, en Belgique, c'est beaucoup plus simple en fait, parce qu'en France, il y a le certificat de capacité. En Belgique, nous, on n'a pas ça, à part certaines espèces où il va falloir un permis de chasse. Le problème en Belgique, c'est que n'importe qui peut avoir un rapace. D'accord. Donc, n'importe qui va aller chez un fauconnier éleveur peut acheter un rapace comme ça. Et voilà. D'accord, donc c'est beaucoup plus simple. Ouais. Ouais, parce que je sais qu'en France, je crois qu'il faut faire une déclaration à la préfecture, enfin je sais plus, il y a quelque Et chose. nous, ça doit être déclaré au DNF, donc c'est l'équivalent de l'ONF chez vous. Et donc, tu as une déclaration, des contrôles annuels et tout ça, mais vraiment de Mhm. certificat ou de permis pour l'en avoir, il n'y en a pas. Donc alors là, effectivement, donc il y a la chasse de haut vol et la chasse de De bas bas, ouais. vol. Oui, tout à fait. Et toi, tu pratiques plutôt le bas vol alors. Pour moi, pour l'instant, c'est le bas vol. D'accord. Alors la curiosité qui m'interpelle, alors j'avais déjà vu un documentaire, hein, sur la chasse à la fauconnerie. Ouais. Euh, Au niveau de la chasse au gros, ça se passe comment avec un faucon? La chasse au gros. Au gros gibier. Le gros gibier, nous, en Belgique, on ne peut pas le chasser en haut Ah vol. d'accord. En France, on peut. En Allemagne, ils peuvent. Un peu partout autour, ils peuvent, mais pas nous. Pour le gros gibier, donc on va utiliser les aigles. Donc, généralement, il y aura des rabatteurs, ils vont avancer en ligne. Et avec quelques aigles de temps en temps, et faut synchroniser pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui parte, quoi. D'accord, oui. Et, Ça a l'air ouais. complexe. Ça a l'air un peu complexe quand même. C'est pas complexe, mais le problème, c'est que s'il y en a deux oiseaux qui vont partir en même temps et qu'ils arrivent tous les deux,
ils vont plutôt laisser partir le chevreuil plutôt que se taper sur la gueule. Ah, d'accord. Donc c'est Donc, un peu compliqué alors. Ouais, euh, effectivement. Et ça, la curiosité, c'est comment bah, tu lances ton aigle et il va attraper le chevreuil? ouais. Donc D'accord. généralement, il va voler derrière, donc vraiment, à part les faucons, la plupart des rapaces ont un vol vraiment à ras de sol, d'où le Mhm. nom de bas-vol, et ils vont venir, généralement le mieux c'est quand ils le prennent à la tête, donc là ben, ils tombent directement, et quand c'est du gros gibier, même avec le petit, c'est mieux, enfin, pour l'animal, pour l'éthique, on va aller abréger nous-mêmes les souffrances de l'animal, parce que bon, dans la nature, il le mange vivant. Donc bon, D'accord. on va aller abréger les souffrances de l'animal, et voilà. Ça arrive qu'il le tue net? Ça arrive, si elle prend la tête et que ça rentre dans la tête, ben, elle y va. D'accord. Ok. Ouais, effectivement, c'est particulier. Bah, bien souvent, Ouais. oui, on abrège les souffrances de l'animal une fois qu'il est capturé. Ah oui, pour le D'accord. bien de l'animal et pour l'éthique, quoi. Oui, bien sûr, tout à fait. Quelle espèce de rapace on peut avoir dans cette chasse? Alors pour le bas-vol, on va utiliser beaucoup de ce qu'on voit beaucoup maintenant, c'est des bus de Harris. Donc ça, c'est les bus comme moi je possède. L'avantage de cette buse-là, c'est que ça va être un des seuls rapaces qui va pouvoir chasser en groupe. Mhm. Donc dans la nature, on va trouver 10, 12 ensemble. Donc l'avantage, c'est que quand on a plusieurs fauconniers qui ont cette espèce-là, ben, ça peut faciliter la prise. Ce qu'on va trouver aussi beaucoup aussi pour le lapin et le lièvre, c'est la buse à queue rousse. Puis après, dans plus polyvalent, plume poil, ben, autour, épervier. Mhm. Et dans le haut vol, ben, ce sera le faucon. D'accord. Ah bah dis donc, ouais, c'est particulier. Donc je suppose que ça nécessite un matériel particulier. Ça, c'est une grosse infrastructure. Enfin, c'est les volières, les tipis pour les oiseaux, les bacs de transport, enfin, tout le matériel de base. Et voilà, c'est quand même une grosse infrastructure à la base. Ah bah j'imagine, parce qu'ensuite derrière, bah, il faut un peu comme les chiens, un peu les nourrir. Tu les nourris avec quoi? De la viande uniquement. Uniquement de la viande, d'accord. Ouais. Ok. Ah, c'est vrai que alors l'idéal ça aurait été d'en apporter un, mais je pense que ça doit être compliqué. Mais bon, Mais on dans la mettra. maison, je suis pas sûr qu'il va apprécier. Oui, je crois aussi, ouais. Non, mais je pense qu'on mettra des photos, effectivement. Donc, tu vas aussi également chasser à la carabine ou Non. non? Pour l'instant, non. Moi, le premier chasse que je vais passer cette année, ce sera principalement pour la chasse au vol et éventuellement de temps en temps au poste, mais principalement pour la chasse au vol. D'accord. Et au niveau équipement, toi en tant que chasseur, qu'est-ce que tu as exactement comme équipement? Donc, chasseur au vol, Oui, ben, mon rapace, oui, t'as euh, forcément. ben, le gant et un peu pour l'entraînement, il va y avoir les leurs pour faire travailler l'oiseau, lui faire des muscles. Une veste pour mettre un peu tout le matériel ou pour ranger le gibier, enfin pour remettre le gibier pendant la chasse. Voilà, c'est un peu le matériel de base, une corde pour le maintenir sur la perche ou le bloc. Voilà, c'est un peu le matériel vraiment de base. D'accord. Et au niveau dressage, ça se passe comment pour dresser un faucon? Enfin, un rapace. Alors au départ, il va arriver, il aura passé généralement 3 mois avec ses parents, donc avec aucun contact humain. Donc il va arriver vraiment tout sauvage. Et là, ça va être pendant des heures et des heures le porter sur le gant pour l'habituer. Puis progressivement, il va manger sur la main. Donc on va lui donner mettre la viande dans le gant et il doit avoir assez confiance en nous pour manger sur le gant. Et puis après, ben, on va le mettre en filière, donc avec une ficelle attachée aux pattes. Et alors là, ben, ça va être un petit saut de 50 cm qu'on va recommencer. Et puis progressivement, on va agrandir la longueur. Et quand on sent qu'il est prêt et qu'il n'y a plus de problème, ben, on lui met un émetteur et on le lâche. D'accord. Et pour le rappel, ça se passe comment? Ça dépend des fauconniers. Soit c'est juste en sifflant, en l'appelant. Certains utilisent un sifflet. Ça dépend un peu des fauconniers. D'accord. Il y a des ordres particuliers pour le faucon ou pas? Des ordres, non. Il connaît. Généralement, on va utiliser un type de sifflement pour une chose précise.
Moi, je vois, enfin, le fauconnier chez qui je travaille, quand il fait travailler son faucon leurre, le signal, donc c'est la fin du travail, c'est un sifflement long. Et ça, le faucon le connaît, il va directement revenir vers le fauconnier. D'accord. Enfin, moi je connais pas, donc ça tombe bien. Par exemple, tu es en chasse, tu as un chevreuil, et, et comment il sait le faucon qui doit attaquer le chevreuil? Un rapace en chasse, donc généralement on va le mettre en poids de vol, donc c'est pas trop gros, pas trop maigre pour qu'il soit bien motivé. Et de lui-même, s'il a un bon instinct de chasse et qu'il a été bien affûté, donc bien dressé, il va partir de lui-même. D'accord. Il va savoir qu'il faut. Ils connaissent les proies sur lesquelles ils peuvent aller et dont qu'ils sont capables de prendre, et normalement il va de lui-même. D'accord, parce qu'effectivement, je me posais la question. Si la proie est trop grosse, un gros brocard, il y va quand même ou. Il ira quand même un brocard voir un aigle royal pour prendre un cerf. Ah oui. Pour prendre un cerf, un sanglier, bon pas un gros solitaire de 150 kilos non plus, Ouais. mais un sanglier, oui, chevreuil sans problème. Voilà, il va y aller, et puis généralement quand il voit que c'est trop gros, au dernier moment il va tourner. S'il voit que c'est vraiment trop gros, au dernier moment ça. Donc il tourne et puis il revient au Il rappel, quoi. tourne, il se met dans un arbre, Ah d'accord. et ça va. Oui, parce qu'effectivement, donc c'est la même technique quand un aigle attaque un sanglier, c'est la même technique, il vise la tête, quoi. Oui, Il serre ses griffes, comment il procède? oui, donc il va le prendre avec les serres sur le milieu, c'est bon, la tête, le cou, vraiment en gros, il va pouvoir casser la colonne, quelque chose comme ça. Ah oui. Faut savoir qu'un aigle a une pression de 700 kilos par centimètre carré, Ah plus oui. ou moins, donc il peut faire vachement de dégâts. Ouais. Donc, ou alors, si vraiment il le prend mal, ben, il va le prendre par les pattes arrière ou quoi, et le coucher pour le reprendre après mieux. D'accord, oui, effectivement. Alors c'est plus un gant qu'il faut là, si t'as 700 kilos de pression, c'est une armure. C'est la confiance avec l'animal aussi. Bon, Oui. la plupart des oiseaux, on sait très bien que le gant, c'est pour décorer, quoi. S'ils veulent nous casser le bras, ils nous cassent le bras. Ouais, c'est ce que j'ai. Il faut vraiment enfin là, je suppose qu'il faut une. Comment je pourrais dire? Vraiment, avec l'animal, il faut pas une symbiose, quoi, quasiment, parce que. Il faut la confiance, et c'est vraiment la base de tout. Ouais, parce que ça doit être particulier, parce qu'un aigle, ça pèse combien de kilos? Le plus grand aigle, c'est l'aigle royal de Russie. Il va faire 9 10 kilos. Ah ouais, 9 kilos sur un bras. Sur un bras, généralement le bras gauche, donc pour la plupart des gens, c'est le bras le plus faible. Eh oui. Donc oui, et puis avec des oiseaux, parfois il faut lever le bras beaucoup fort haut pour éviter la proximité avec le visage. Mhm. Donc quand on doit tenir 10 kilos à bout de bras du bras gauche, c'est vrai que des fois ça fait vite lourd. Ah bah j'imagine, il faut être costaud, hein. Tu leur mets des masques, des caches, des choses comme ça? Des chaperons, il y a des fauconniers qui utilisent ça. Moi, bon, j'ai une buse, ça n'a pas vraiment d'utilité, c'est un oiseau assez calme. Pour des faucons, il y a des fauconniers qui vont en mettre systématiquement parce qu'ils disent qu'un faucon c'est fort nerveux. C'est vrai, mais avec un bon affêtage, ça peut aller sans problème. Avec les aigles, généralement, quand on chasse avec plusieurs aigles, on va leur mettre un chaperon pour éviter qu'ils démarrent tous en même temps. Et donc, quand on voit le chevreuil ou quoi qui démarre devant, ben, on lui enlève le chaperon, il le voit et il part. D'accord, donc oui, c'est instinctif, quoi. Oui, c'est vraiment l'instinct chasseur qui est vraiment développé le maximum. Ah ouais, parce que là, ça n'a rien à voir avec un chien, là, du coup, hein. Parce que là, c'est vraiment Ouais, un animal sauvage, quoi. ouais, c'est Ouais. Et au niveau vétérinaire, ça se passe comment? Au niveau vétérinaire, ça, généralement, il n'y a pas énormément de problèmes, vaccins et tout ça, il n'y a pas. Le plus gros problème, enfin, le plus courant en tout cas, c'est les vers. Pour ça, il y a des vermifuges à donner régulièrement, mais ça n'empêchera pas, s'il va manger par exemple un pigeon qui est infecté, ça n'empêchera pas de les avoir. D'accord. Donc ça, mais là, donc nous, enfin, la plupart des fauconniers pèsent leurs oiseaux presque tous les jours, et les vers vont se repérer par une forte chute de poids, même avec plus de nourriture. Donc D'accord. ça peut se soigner très vite, ça.
Au niveau des volières, ils sont tous ensemble ou ils sont séparés? Il vaut mieux les séparer. D'accord, c'est ce que je pensais aussi. C'est une question, mais j'ai Il vaut mieux dit. les séparer pour les oiseaux diurnes, donc tous ceux dont on va utiliser en chasse, généralement enfin, faut les laisser attachés. D'accord. Parce qu'autrement, ils vont aller sur le grillage, pas par peur ou quoi. C'est parce qu'ils nous voient, ils ont envie de voler, ils savent qu'on a la nourriture. Et donc, ils vont venir vers nous, et alors là, ils vont s'abîmer les plumes. Ouais. Donc, pour l'oiseau, ben, c'est pas très bon. D'accord. Et est-ce que ça arrive que tu fasses, enfin je sais pas si ça se fait dans la fauconnerie, la reproduction? Oui, oui, ça se fait. Il y a beaucoup de fourgonniers qui font ça maintenant pour avoir une rentrée d'argent en plus. Oui, Bon, voilà. Mais ça dépend un peu des espèces aussi. Bon, là, les espèces qu'on va reproduire le plus souvent, c'est celles qu'on va retrouver le plus. Et donc, à la fin, ben, il n'y aura plus énormément de demandes non plus. d'accord. Non, mais des fois ça serait pour garder une lignée, par exemple, comme les chiens. Oui, ça se peut aussi. Si on a une très bonne lignée, ben, on va garder deux, trois jeunes. Mais chez les oiseaux qu'on utilise le plus souvent, ils vont avoir quatre cinq jeunes par couvée. Mhm. Si on doit tous les garder, ça fait vite Ouais, beaucoup quand même. ça fait beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, comme je connais pas trop le sujet, donc qu'on a oublié éventuellement? Ben, pour tous les gens qui voudraient peut-être se lancer, bon, c'est un milieu assez fermé où on va pas enfin, généralement, à part avec des fauconniers qui n'ont pas vraiment de morale, Mhm. où on va pas pouvoir se lancer comme ça sans stage d'apprentissage. Moi, ça fait plus de 3 ans que je suis là et je continue, bon, parce que aussi pour l'ambiance et parce qu'on s'entend bien et tout ça. Mais c'est aussi parce que tous les jours, à chaque fois que j'y vais, ben, on apprend des nouveaux trucs et tout ça, quoi. D'accord. Il va falloir faire un long apprentissage pour pouvoir avoir un oiseau qui va bien chasser. Oui, parce qu'effectivement, il faut la symbiose entre parenthèses le maître et l'oiseau. Ouais, Il faut aussi peut-être avoir un tuteur, hein, parce que ouais, quelqu'un qui t'initie, hein, ouais. parce que c'est particulier. Où on sait que comme ça, s'il y a un problème avec notre oiseau, ben, on peut lui téléphoner et il pourra nous aider, quoi. D'accord, tout à fait. Donc un milieu aussi particulier de chasse. En conclusion, en tant que jeune chasseur, quel message tu aurais à passer à tous ceux qui ont regardé cette interview? Ben, à tous les jeunes chasseurs, ben, bonne mère pour ceux qui vont passer leur examen. Et c'est de plus en plus de jeunes maintenant à chasser. Et voilà, c'est vraiment super de voir qu'il y a autant de jeunes qui se passionnent pour un aussi beau milieu. Tout à fait. Être dans la nature. Ben, Simon, je te remercie. Je vois que la nouvelle vague de chasseurs internationale est là. Et quel que soit le pays, ben, la même mentalité, hein, le respect de la nature, des animaux Ouais, et de la chasse. Et puis je te souhaite de bonnes continuations avec tes animaux. Et puis à très bientôt. merci Eric, à bientôt. Au revoir.